j'ai fini par me rendre compte que j'avais des informations. D'un seul coup, je ressentais dans mon corps où étaient situées ces douleurs à lui. Il m'a dit, moi vraiment, si je suis chez quelqu'un, je suis tout seul, je veux pas d'autre chat avec moi, et en plus, mon rôle avec toi est terminé. Les principaux messages sont tout de suite en général pour rassurer justement le gardien ou la gardienne sur ça va bien pour moi de l'autre côté, ne t'inquiète pas pour moi, mon chemin continue, etc. On peut non seulement déjà discuter avec eux, ça nous permet de les voir encore différemment et d'une façon encore plus complète comme individu à part entière. Il m'a tendu la patte, j'ai pu lui prendre la patte, j'ai pu lui poser le cathéter et il est parti mais tout de suite sous la seringue. Mais il y a eu un tel soulagement, un tel merci. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Gaïa Méditation TV, je suis Stéphane. Alors avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner à cette toute nouvelle chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des dernières publications. Alors aujourd'hui, nous allons parler de communication animale. Peut-être que pour vous, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Peut-être que certains d'entre vous pensent que c'est possible, mais ils se demandent comment faire? Est-ce que c'est possible de recevoir un message? Est-ce que c'est possible d'en émettre? Comment se passe exactement la communication? À quoi ça peut servir? Peut-être vous avez un problème avec votre animal en ce moment, peut-être qu'il fait pipi un petit peu partout dans la maison. Eh bien peut-être que la communication animale va pouvoir vous aider. Et pour cela, nous allons recevoir aujourd'hui une experte en communication animale. Elle est ex-vétérinaire, thérapeute, auteure, conférencière et médium. Je vous demande d'accueillir la fabuleuse Sylvia Morand. Salut Sylvia. Salut Stéphane, bonjour à tous. Merci beaucoup de me recevoir sur Gaïa Méditation. Je suis très honorée d'être votre invitée et je me réjouis à l'avance de vous partager un petit peu mon expérience dans ce domaine. Et ça fait plaisir aussi Sylvia. On est vraiment heureux. D'ailleurs, on t'adore avec les frères. Voilà, comme tu le sais. C'est réciproque. Donc Sylvia, récemment tu as sorti un livre. Alors, je le disais dans la présentation, tu es aussi auteur Les Voix animales que je montre à l'écran, sorti aux éditions Le Courrier du Livre. En plus de tout ce que tu as pu faire dans ta vie, je pense que c'était un bel accomplissement. Ouais, c'était vraiment un cri du cœur pour moi. Ce livre, il est vraiment particulièrement important. La façon dont j'approche les animaux au quotidien, en fait, si tu veux, il y avait vraiment cette envie de faire reconnaître toute l'étendue de la conscience animale, en fait. Je vais pas seulement parler d'une intelligence ou d'émotions qu'ils ressentent ou de choses comme ça. Je sais que la loi les a reconnus maintenant comme êtres sensibles. Pour moi, ça devrait encore aller plus loin et on devrait vraiment parler de conscience animale. La communication animale m'a vraiment amené à ça et c'était important du coup ce livre pour faire prendre conscience justement qu'on peut non seulement déjà discuter avec eux, mais en plus que du coup ça nous permet de les voir encore différemment et d'une façon encore plus complète comme individus à part entière. Oui, je pense que, je le disais tout à l'heure, bon, tu es ex-vétérinaire, je pense que les animaux ont toujours fait partie de ta vie, tu as toujours une relation particulière avec les animaux. D'ailleurs, tu aimais un peu plus les animaux que les humains à la base, comme tu disais. Hein? Oui, c'est complètement C'est ça. bien ça. Ouais. Ouais. Quand j'étais petite et que je disais que je voulais être vétérinaire, ma grand-mère me demandait pourquoi vétérinaire et pas médecin parce qu'elle aurait bien voulu que je la soigne elle en fait plus tard. Et en fait, je lui répondais, mais j'avais 5 ans, hein, je lui répondais mais non, mais parce que j'aime pas les humains, je préfère les animaux. Hmm, C'était ouais. déjà. Je pense qu'à travers justement la communication animale, eh bien, il y a quelque chose qui s'est ouvert en toi. T'as commencé à voir les choses différemment puisque tu as eu tout un tas de compréhension. Je pense que ça permet, voilà, la communication animale d'avoir une expansion de conscience. Alors, dans ton parcours, hein, donc un parcours, on va dire, très scientifique, hein, voilà, terre à terre, mais au fur et à mesure, tu t'es ouvert à d'autres disciplines. L'ostéopathie, l'acupuncture, voilà, la médecine chinoise, la phytothérapie, et j'en passe. Comment t'en es arrivé finalement à t'ouvrir à tout ça? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? En fait, ça a été vraiment très progressif parce que quand je suis sortie d'école véto, je pensais vraiment, on va dire, comme un vétérinaire classique. Tu m'aurais parlé de communication animale, honnêtement, je vous aurais ri au nez en fait. Il y avait une partie de moi qui avait envie d'y croire, mais j'étais, comme tu dis, très scientifique et je le suis restée.
Et en fait, ça a été un chemin de fil en aiguille parce que moi, j'ai eu des problèmes de dos. En fait, ça a commencé comme ça. J'ai eu des gros problèmes de dos, des grosses douleurs qu'on n'arrivait pas à résoudre sur un plan médical classique. Et en gros, à un moment, j'ai eu le choix entre une opération et puis aller voir en ostéopathie. Ça a commencé par l'ostéopathie. Et donc, j'ai trouvé un kiné ostéopathe qui a réussi à me soulager. Et du coup, j'ai trouvé ça génial de pouvoir agir avec ses mains directement sur le patient. Et j'ai eu envie de faire pareil dans mon métier de vétérinaire, de pouvoir agir directement avec mes mains sur le patient. Et donc, j'ai commencé par me former en ostéopathie vétérinaire. Et en fait, c'est en allant dans cette école que d'un seul coup, j'ai entendu d'autres vétérinaires commencer à parler d'énergie, commencer à parler de fréquence, commencer à parler de communication animale. Et là, je me suis dit, attends, il y a un truc que je loupe, il va falloir que je creuse un petit peu tout ça. C'est comme ça que ça a commencé, en fait. Donc, tu as entendu parler à la communication animale. Ça a commencé, donc, comme tu l'as dit, à travers les différentes pratiques alternatives qui étaient plus, on va dire, liées à la science, on va dire, matérialiste. Tu as commencé à t'ouvrir à d'autres possibilités. Et comment t'en es venu exactement à la communication animale? Du coup, est-ce que tu as suivi une formation Et pas au départ. Moi, c'est venu vraiment progressivement. En fait, donc je faisais l'ostéopathie, j'ai commencé à ouvrir à l'énergétique et en énergétique, on doit déjà en fait se focaliser sur le patient et puis rentrer, on va dire, dans un état d'esprit un peu particulier pour se brancher sur une énergie et pouvoir l'émettre et l'envoyer au patient. Et donc en fait, ça marche à peu près avec les mêmes canaux que la communication animale. Et en fait, au fur et à mesure que je pratiquais, j'ai fini par me rendre compte progressivement que j'avais des informations. C'est-à-dire que dès que je voyais l'animal rentrer dans ma salle, que je prenais le contact visuel avec lui, parfois même dès la salle d'attente, en fait, d'un seul coup, je ressentais dans mon corps où étaient situées ses douleurs à lui. Alors au début, comme je gardais cet esprit très rationnel, je me suis dit, bon, c'est parce que tu es vétérinaire, tu connais l'animal, tu connais sa biomécanique, donc finalement, rien qu'à le regarder, tu as une idée déjà de ce qui se passe et puis tu fais des projections parce que tu es un peu sensible. Sauf qu'à un moment, c'est toujours devenu de plus en plus fort, de plus en plus précis, puis ça a commencé à être associé vraiment à de l'émotionnel. Donc déjà, ça devenait plus difficile de dire que c'était juste de l'interprétation de ce que je pouvais percevoir. Et puis, il y a eu ce fameux déclencheur, ce fameux, l'histoire du vélo rouge, en fait, où vraiment, là, je me suis retrouvée face à un chien qui avait des problèmes de comportement, qui refusait de sortir près de chez lui. Et en fait, la première question qui m'est venue à l'idée, c'est qu'est-ce qui s'est passé près de chez vous pour que le chien refuse de sortir près de chez vous? Parce que par contre, s'il le mettait dans la voiture et qu'il l'emmenait se balader ailleurs, là, ça marchait bien. Et en fait, eux me disent qu'il s'est rien passé. Et moi, en fait, à l'instant où je mets les mains sur le chien, j'ai vraiment eu une image extrêmement claire d'un vélo rouge. C'était vraiment très, très clair dans ma tête. Bon, à l'époque, je m'affichais pas du tout en communication animale. J'étais même pas consciente que j'en faisais réellement. Donc, du coup, il n'était pas question de sortir ça comme ça aux personnes d'en face. Et donc, j'ai triché. Je l'ai mis dans une énumération. C'est-à-dire, je leur ai dit, vous êtes sûr, il n'y a pas eu un accident avec des rollers, une trottinette, un vélo, un scooter. En fait, j'ai glissé le vélo dans l'énumération, évidemment sans dire la couleur. Et là, d'un seul coup, la dame s'est retournée vers son compagnon et dit, ah, mais si, tu te rappelles le vélo rouge. Et là, c'est moi qui étais en bug, en fait, parce que je me suis dit, OK, celle-là, tu peux pas l'expliquer juste parce que tu as vu le chien comme ci ou comme ça. Ça, c'est trop précis. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que la communication animale dont j'avais entendu parler, j'étais capable de la faire aussi. Et après, du coup, j'ai creusé. Et après, j'ai été faire une formation quand même en communication animale pour voir un petit peu comment ça se jouait. Mais à la base, j'en ai pas fait une spécifique pour ça avant d'en faire, en fait. C'est vraiment venu par la pratique au fur et à mesure. Oui. Est-ce que tu dirais que c'est à travers tout ce que tu as pu étudier par ailleurs, à travers l'acupuncture, la médecine chinoise, la géobiologie, le yiking, etc. Ça a ouvert tes perceptions, tes canaux, et du coup, tu t'es retrouvé un jour au travail et tu t'es dit, waouh, j'ai le chien, je commence à... C'est ça? En fait, c'est un peu ça, parce qu'en effet, toutes ces disciplines-là, il y a cet abord énergétique, il y a ce côté développement de ressenti, où on s'intéresse beaucoup aux émotions, aux vibrations, et donc forcément, on développe ça, j'ai envie de dire du coup, presque même sans s'en apercevoir au départ.
Et du coup, bah là, avec l'animal, quand j'ai constaté vraiment ce que ça me donnait comme information, bah là, c'était plus possible de nier la réalité de la communication animale, en fait. Ça aurait été complètement incohérent de ma part de continuer à nier ça quelque part. Ouais. D'ailleurs, tu as poursuivi parce que il y a eu un moment donné où il y a eu un de tes chats où tu avais une forme de problématique. Et là, ça a été aussi, comment dire, il y a eu le tampon de quelqu'un qui était véritablement une experte et qui a pu te confirmer que oui, en effet, ça existe vraiment et c'est tangible. C'est ça. Comme j'ai toujours et j'ai gardé vraiment ce besoin de tester les choses en fait pour décider par moi-même si je trouve ça véridique ou pas. En fait, j'ai besoin de vérifier les choses. Et donc du coup, bah, quand j'ai commencé à accepter la notion de communication animale, bah, il fallait que je trouve un moyen aussi de vérifier ça autrement que juste par les ressentis que moi j'avais. Et en effet, Laïla, une de mes chattes, avait un problème de malpropreté depuis près de 2 ans. Donc ça faisait quand même un moment. Tous les matins, j'avais le droit à un pipi dans l'entrée. Donc bon, c'est un peu pénible hein, à force. J'avais essayé plein de trucs justement dans les différentes médecines, mais j'avais pas trouvé vraiment de solution qui tenait dans la durée. Puis j'avais pas encore toutes les cartes en main que j'ai maintenant. Et donc du coup, je me suis dit bah tu vais faire le test, je vais essayer une communication animale. Mais du coup, pour pousser vraiment le mode test justement scientifique, alors j'ai pris quand même quelqu'un qui était vétérinaire aussi en communicatrice animalière, parce que moi ça me donnait du crédit quelque part. Et j'ai pris quelqu'un que je ne connaissais absolument pas du tout et qui habitait à l'autre bout de la France, histoire vraiment d'être sûr qu'il ne pouvait pas y avoir a priori de tir croisé. Et en fait, quand elle a commencé le compte-rendu de la communication, donc elle le faisait pareil en direct au téléphone, hein, elle a commencé par me dire, bah voilà, je vais vous décrire un petit peu ce que moi j'ai perçu avec votre chat, et puis vous me direz si ça correspond ou pas avant qu'on aille plus loin. Elle vérifiait en fait qu'elle était bien avec le bon animal en communication. Et là, elle commence à me décrire vraiment l'intérieur de ma maison, mais vraiment. Ouais. C'est-à-dire, elle me dit, oui, voilà, il y a du grand carrelage un peu foncé au sol, ça c'est au rez-de-chaussée. Puis elle aime bien monter dans une pièce à l'étage, il y a un tapis rouge, machin. Enfin, des détails, si tu veux, que vraiment on peut pas inventer comme ça, quoi. Mhm. Et tout calé, vraiment tout calé très très bien. Et là, elle me glisse toujours dans la description de départ. Puis en plus, quand elle a disparu pendant 15 jours l'année dernière, c'est parce que, et je lui avais pas dit qu'elle avait disparu 15 jours. Mhm. Je lui avais jamais dit qu'elle avait Mhm. disparu 15 jours. Et donc, du coup, je me rappelle même juste après, je suis allée vérifier en tapant mon nom sur Internet si on voyait des photos de mon intérieur. Ouais, au Et cas en où. fait, on n'en voyait pas. Ah oui, non, j'étais Ouais, vraiment quand même sceptique. Enfin, j'ai ouais. toujours besoin de vérifier, vérifier, vérifier. Et du coup, bah là, ça a vraiment enfoncé le clou, quoi. Hein, quelque part, je me suis dit Mhm. bon, ok, il y a une réalité. Maintenant, il faut que tu creuses, quoi. Bah, du coup, comment ça fonctionne la communication animale, à proprement Bon, parler? alors justement, c'est ça que j'ai voulu creuser parce que c'est Mhm. l'explication que je ne trouvais pas. C'était comment ça marche. Alors moi, je l'ai trouvé en fait tout simplement plutôt par la physique directement que la biologie. Évidemment, les deux sont liés, mais pour faire simple, euh, tout votre ADN dans votre corps, c'est une antenne. C'est vraiment quelque chose qui est acté maintenant. Il y a eu plusieurs études biologiques. On se sert de l'ADN comme antenne, notamment dans les travaux de génétique, mais aussi dans les travaux pour identifier certaines protéines, etc. Donc ça, c'est un fait qu'on sait. Et en fait, cette antenne, du coup, elle capte énormément de fréquences qui passent en permanence tout autour de nous, sans même qu'on s'en rende compte spécifiquement. En vérité, votre cerveau, lui, par contre, il analyse toutes ces fréquences en permanence. Le système nerveux, il marche par électromagnétisme et donc il analyse toujours des impulsions. Et puis, vous en faites une synthèse, mais on dit toujours qu'on se sert que de 10 à 20% grand maximum du cerveau. Ben, en fait, tout le reste, c'est des informations qui passent directement dans l'inconscient parce qu'elles ne sont pas jugées comme utiles sur l'instant T. Vous allez sélectionner, en fait, de préférence, d'abord les informations qui vont être évidemment en premier vitales pour vous. Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai soif? Est-ce que je respire correctement? Et ça, même ça, vous faites pas spécifiquement attention, sauf quand ça devient un cri d'alarme. Mais en vrai, vous avez plein d'informations de votre environnement tout le temps. Et donc, du coup, en fait, il suffit, avec cette analogie de l'antenne et du cerveau qui analyse les fréquences,
de se considérer comme un poste radio, ou maintenant je dis comme un téléphone portable. C'est un peu plus récent, du coup, comme exemple, tu vois. Et donc, en fait, il va suffire, par contre, de se mettre sur la bonne fréquence, sur la bonne station radio, en fait, si vous voulez, pour pouvoir avoir les informations qui correspondent à cette station. Donc, votre cerveau, il est naturellement branché sur votre fréquence, c'est le truc le plus logique, mais si vous lui demandez de se focaliser sur une autre fréquence, eh ben, en fait, il va être à même d'analyser les informations de cette autre fréquence. D'accord? Et donc, en fait, finalement, c'est quelque chose de parfaitement justifiable et de parfaitement cohérent, on va dire, dans l'explication. Simplement, évidemment, vous vous couperez jamais complètement de votre fréquence. Et c'est là qu'est le biais principal de la communication animale et des communicateurs animaliers, c'est que ça passe par votre filtre. Et donc, on est influençable, on va dire, par rapport aux informations qu'on essaye de traduire. Quant à la distance, parce qu'il y avait aussi ce problème-là, c'est OK, bon d'accord, si on est côte à côte ou quoi que ce soit, qu'on soit en résonance au niveau de nos fréquences, c'est cohérent, et que si je me focalise sur l'un, bah, je vais ressentir des choses. Quelque part, ça, vous l'avez tous fait en vrai déjà. Si vous regardez bien dans votre vie, il y a tous un moment où vous êtes rentré dans une pièce et vous vous dites, il y a de l'orage dans l'air. Là, vous sentez tout de suite qu'il s'est passé quelque chose, que ça va pas, qu'il y a de la tension. Pourtant, vous avez même pas encore forcément l'explication, vous avez rien du tout, mais vous sentez déjà qu'il y a un truc qui va pas. Quand c'est votre conjoint, quand c'est ceux avec qui vous vivez, vous sentez aussi généralement assez rapidement, est-ce que ça va bien, ou est-ce qu'il est déprimé ce jour-là, ou est-ce qu'il vaut mieux pas lui parler ce jour-là, ou quoi que ce soit. Donc, en fait, c'est des infos qu'on a déjà. Mais le à distance, ça bloque plusieurs personnes. Parce qu'ils se disent, OK, mais à partir d'une photo, puis si l'animal est à des kilomètres, nos champs, ils sont pas en interaction. Mais en fait, ça, c'est un phénomène tout simple. La résonance, justement, en phénomène physique, elle permet à l'échelle de la Terre de s'abolir complètement des distances et du temps. Tout simplement par le fait d'être sur la même fréquence. Ça, c'est vraiment un principe de physique qui vous sert tous les jours d'ailleurs justement dans votre téléphone portable aussi. Vous allez composer un numéro de téléphone, bah, le signal à ce moment-là, il monte jusqu'au satellite et il redescend. Et pourtant, vous êtes en direct avec la personne qui est de l'autre côté, en fait. D'accord ? Et pourquoi vous captez pas d'autres choses et pas d'autres animaux qui passent par là au passage ? Bah, c'est parce que justement, vous avez composé le numéro de téléphone en sélectionnant la fréquence en particulier. Et sur une photo d'un animal, bah, vous avez son assemblage électromagnétique et donc vous avez sa fréquence. Et donc, quelque part, la photo que vous demande le communicateur animalier, bah, c'est le numéro de téléphone de l'animal. Et du coup, il suffit simplement d'avoir cette intention ? C'est ça. Il n'y a vraiment rien d'autre à faire. Je sais qu'il y a beaucoup des fois de vidéos, de choses comme ça, qui vous proposent des protocoles pour rentrer en connexion avec un animal, où il faudrait se mettre dans un état particulier, des choses comme ça. Ça, en réalité, alors c'est pas inutile, mais c'est pas nécessaire. C'est-à-dire que, en réalité, c'est vraiment une capacité biologique. L'ADN, tout le monde l'a, donc l'antenne, tout le monde l'a, et le cerveau, a priori, tout le monde l'a aussi. Et donc, c'est vraiment lui qui va diriger votre intention et qui va dire, OK, là, je focalise sur ça, je suis focalisé sur ça. Vous y pensez, c'est fait. Donc, il n'y a pas du tout besoin de prendre beaucoup de temps pour rentrer en connexion ou quoi que ce soit. Par contre, la difficulté, en réalité, puisqu'elle n'est pas quelque part dans le branchement, elle est dans l'interprétation de ce que vous allez ressentir. Et c'est ça où là, par contre, des protocoles éventuellement, un peu de méditation, de choses comme ça, peuvent aider certaines personnes dans le fait de maintenir quelque part cette connexion aussi et de pouvoir focaliser leur attention sur l'interprétation de ce qu'ils reçoivent. Oui. Et ce que tu es en train de décrire, c'est de façon globale, je dirais, comment fonctionne la médiumnité. Pas simplement la communication animale. Oui. C'est exactement le même principe. Du côté de la médiumnité, bah, la fréquence que vous allez appeler, en fait, c'est un guide qui est par là, ou c'est l'énergie peut-être d'un lieu en particulier, ou des choses comme ça. Mais finalement, tout ce système-là fonctionne par fréquence et fonctionne par je m'aligne sur ça, donc je reçois l'information qui est sur cette fréquence-là. Que ce soit un animal, que ce soit un guide spirituel, un élémental, n'importe quel type d'entité, en fait, ça fonctionne par fréquence. Donc, par fréquence, bah voilà, communiquer avec un animal, c'est un être. Mais est-ce qu'on peut communiquer du coup? Bon, là, on va étendre un petit peu, puisque là, on parle de médiumnité en même temps. Tu parlais de communiquer avec un animal par photo, on peut communiquer par vidéo, on peut communiquer évidemment quand l'animal est là. Est-ce qu'on peut communiquer avec un animal qui est de l'autre côté?
Oui, du coup, complètement. évidemment. De la même façon qu'en médiumnité humaine, vous communiquez avec vos défunts, on peut aussi le faire avec les animaux défunts. Et c'est très très riche également d'enseignements. Et puis ça aide beaucoup aussi quand les fins de vie ont été un peu difficiles, qu'il a fallu prendre des décisions, parce qu'en vétérinaire, il y a la grande question de l'euthanasie hein, qui est pratiquée en vétérinaire. Et donc souvent, des fois, c'est pas évident de savoir si la décision qu'on a prise était la bonne. On peut se poser des questions, des choses comme ça. Et donc là, il y a un réel intérêt en plus à faire une communication avec l'animal qui est parti pour savoir comment lui aussi l'a vécu, si ça n'a pas été vu en amont. Et d'ailleurs, est-ce que tu aurais un exemple par rapport à ça, d'ailleurs? Oui, j'en ai eu un encore hier en consultation, un petit cavalier King Charles. La personne a eu vraiment besoin de prendre la décision en fait de l'euthanasie parce que l'animal se dégradait et souffrait beaucoup. Il avait une pathologie un peu particulière sur le système nerveux qui est un peu spécifique des cavaliers King Charles qui s'appelle une syringomyélie. En gros, ça donne vraiment des douleurs très très fortes, des crises de douleurs très très fortes neurologiques. Et en plus, il était cardiaque comme beaucoup de cavaliers King Charles. Et là, en fait, c'est arrivé à un stade où vraiment l'animal ne pouvait plus. Et même si cette personne, la gardienne, elle était déjà ouverte à la communication animale, c'est jamais évident quand c'est votre propre animal et qu'on est dans une situation émotionnellement difficile d'avoir à prendre une décision. Et donc, elle a dû prendre cette décision, mais derrière, elle avait besoin justement de faire une communication animale pour savoir un peu comment lui l'avait vécu. Et en fait, la première chose qu'il m'a dite, c'est dis-lui que je lui ai demandé et qu'elle le sait. Et ça, c'était vraiment très très fort pour lui. Et au moment en fait où j'ai dit ça à la personne, elle m'a vraiment dit ah, mais en fait c'est vrai, mais j'avais besoin de l'entendre. C'est-à-dire que si tu veux, elle l'a vraiment remarqué à un moment dans la voiture, elle était en train de l'emmener justement chez le vétérinaire en se posant la question qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que cette fois c'est la fin ou pas la fin? Et en fait, l'animal s'est vraiment redressé dans la voiture à ce moment-là et l'a regardé vraiment mais droit dans les yeux. Et elle a pris ça vraiment, j'ai envie de dire, pleine face, quoi. La force de l'émotion était très très forte et elle a vraiment entendu à ce moment-là, c'est le moment, il est temps, vraiment pour moi de partir. Et mais derrière, avec l'émotion, avec la douleur du départ, elle savait plus trop si elle avait bien interprété ou si au contraire c'était un sursaut de non, je veux pas partir. Et du coup, elle a eu des doutes, mais derrière, c'est-à-dire sur le moment, elle en a pas vraiment eu, mais derrière, elle a eu des doutes. Et en fait, lui a vraiment tenu à lui montrer que non, elle avait bien interprété justement ce signe-là et sa demande à lui, en fait. Ouais, donc quand tu l'as vu, c'est ce qu'il t'a dit et c'est ce que tu as pu capter directement. C'est ça. Hmm. En plus, pour lui, il y avait autre chose d'intéressant, c'est que c'est un chien, toute sa vie, il a eu du mal à prendre des décisions pour lui. C'est-à-dire qu'il vivait beaucoup en fonction d'elle, en fonction de sa famille, etc. Et là, par contre, en fait, pour lui, en énergie, il y a vraiment quelque chose qui s'est joué de très fort parce que pour une fois, et pour la dernière, du coup, il a pris une décision pour lui. Vraiment. Et ça, au niveau du travail de l'âme de l'animal, c'était très très fort en symbolique, en signification et pour mettre le pied dans ses prochaines incarnations. Hmm. Ce qui est assez dingue, et je pense que tu as pu le découvrir tout au long de ta carrière de vétérinaire, mais en particulier quand tu as pu étendre à la communication animale, c'est la sensibilité des animaux et de leur conscience et les émotions qu'ils peuvent avoir, tout leur ressenti. D'ailleurs, je le remontre à l'écran, hein, ton livre, Les voix animales. Tu donnes pas mal d'exemples de communication, finalement de rencontres et de compréhension à travers ces animaux qui sont venus avec leur gardien te consulter. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ce niveau-là par rapport à toutes les gens qui se posent des questions de, voilà, est-ce qu'un animal a une conscience? Est-ce qu'il a des émotions? Est-ce qu'il a des ressentis? Voilà, je pense que beaucoup d'entre vous êtes convaincus, mais voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire à ce niveau-là? Pour moi, vraiment, ça m'a mis en lumière à quel point on est tous au même niveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence pour moi, à part la façon peut-être dont on vit, entre un animal et un humain. En termes de complexité émotionnelle, il y en a tout autant. En termes d'intensité émotionnelle, il y en a tout autant. En termes d'intelligence, il y en a tout autant. Alors après, c'est comme chez nous. Il y a les Einstein et il y a ceux qui n'ont pas inventé le fil à couper le beurre.
clairement. Il y a vraiment le même décalage en fonction de qui tu rencontres. Les discussions sont plus ou moins intéressantes, on va dire. Mais par contre, il y a vraiment toute cette diversité-là. Et même si j'étais déjà vétérinaire et donc j'avais forcément déjà un amour pour l'animal qui était quand même déjà fort et un respect de l'animal qui était quand même déjà fort, quand la communication animale est vraiment arrivée derrière, vraiment honnêtement, je me suis quand même repris un petit peu une claque, on peut le dire comme ça, parce que dans l'intensité, c'était vraiment ça, de me dire oui, non mais vraiment, là, en fait, faut qu'on arrête, quoi. On les considère comme des propriétés, on s'en sert même encore maintenant, hein, malgré la loi qui les reconnaît comme être sensibles. On a des pratiques qu'on n'aurait jamais, en tout cas j'espère plus maintenant, entre humains, et qu'on continue avec l'animal sans se poser de questions. Et en fait, ça génère, mine de rien, pas mal de soucis. Je pense à des trucs tout bêtes, je pense même pas... je veux même pas rentrer dans l'élevage pour les manger ou des choses comme ça. Je parle déjà même juste dans ceux qui sont les mieux soignés, c'est-à-dire justement ceux qui vivent avec nous au quotidien. La pratique toute bête de j'élève des chiens et puis je les place à 2-3 mois. Ouais, on ferait ça avec des humains. Tu vois, en mode mère porteuse et puis on place les enfants à, du coup, ça équivaut à 2-3 ans. On voit bien qu'il y a un truc qui va pas. Alors, je dis pas qu'il faut forcément tout radicaliser non plus, tout changer, etc. Mais il faut le prendre en compte, en fait. Et il faut discuter avec ces chiots qu'on place, leur expliquer comment ça fonctionne, comment l'humain fonctionne. Il y en a qui s'adaptent très bien et eux, ça leur pose pas de problème. Mais il y en a à qui ça laisse un véritable traumatisme dès l'adoption, en fait. Alors que c'est quelque chose qui pourtant au départ nous paraît anodin, on n'y réfléchit même pas, c'est évident. On veut un chien, en plus on le veut jeune, on le veut plutôt bébé parce que du coup on peut l'éduquer, c'est plus mignon, on peut le voir grandir. Mais en fait on se rend pas toujours compte du traumatisme que ça peut être pour l'animal au départ si c'est pas expliqué, si c'est pas encadré et puis j'ai envie de dire un peu mis en protection, quoi. Oui. D'où l'importance aujourd'hui d'avoir cette conscience que les animaux sont conscients, qu'ils ont des émotions, des ressentis. Et je pense que voilà, tu l'as compris. Et je pense que les personnes qui nous regardent, voilà, si vous regardez Gaïa Méditation TV, je pense que vous êtes quand même un minimum au courant et que vous êtes conscient de cela, mais peut-être que vous en apprenez un peu plus. Et peut-être que vous avez envie de communiquer avec votre animal. Tu nous expliquais un peu le fonctionnement, mais comment on fait pour communiquer concrètement avec son animal? Admettons, voilà, tout à l'heure, tu as parlé de ta chatte. Voilà, si on a un chien, si on a une girafe ou un éléphant chez nous, comment on fait? L'éléphant ou la girafe, faut le faire rentrer dans la maison quand même, hein, mais pourquoi pas? Si jamais, on vous mettra le lien en commentaire, j'ai fait un e-book justement gratuit, hein, complètement gratuit pour tout le monde, qui justement reprend les pistes principales pour communiquer vraiment avec votre animal. Mais déjà là, je peux vous donner 2-3 clés. C'est vraiment déjà... Donc, comme on l'a dit, il suffit de penser à votre animal pour être connecté. Donc ça, a priori, ça va vite. Si vous avez besoin pour rester focus, vous le gardez un petit peu à portée de regard et puis vous le regardez ou vous prenez une photo s'il est en train de se balader. La première chose, ça va être vraiment de regarder, en fait, dès que vous êtes en contact justement avec l'animal, comment vous vous sentez. Il y a certains d'entre vous qui sont particulièrement déjà doués ou avancés ou qui ont des facilités, on va dire, dans certains canaux, qui auront tout de suite soit des images, soit l'impression d'entendre des mots ou des choses comme ça. C'est très bien si vous avez ça, et évidemment, gardez-le. Pour ceux qui ne l'ont pas, ne cherchez pas forcément absolument une image ou un son, parce que ça peut vraiment vous éloigner de votre ressenti. Le premier ressenti, il est kinesthésique, c'est-à-dire qu'il est corporel. Il est vraiment dans votre corps. Et en fait, après, c'est votre cerveau qui, en interprétant ce ressenti, va construire une image ou va construire un son. Et plus vous allez le pratiquer, plus ça va venir vite et au bout d'un moment, vous vous rendez même plus compte que ça passe par votre corps, en fait. Mais avant tout, ça passe par votre corps. Et donc, une des clés, ça va être de dire, OK, comment je me sens? Alors, d'où la partie, quelque part, développement personnel qui va avec la communication animale, puisqu'il faut que vous sachiez analyser, justement, la façon dont votre corps réagit. Et donc, c'est à ça qu'il va falloir prêter attention. Et si vous avez un peu du mal au départ,
il y a quelques petites pratiques justement que vous pouvez faire avec ou sans la collaboration de votre animal. Je vais vous en donner une avec et puis une sans. Celle avec, c'est par exemple le truc qui marche le plus simple. Déjà, c'est pour ceux qui ont besoin de vérifier que la communication animale, ça peut marcher. Vous allez vous servir d'un sens qui en général marche toujours très bien sur l'animal, c'est l'appétit. En général, ça marche bien. Donc, ce que je vous propose, c'est vraiment à ce moment-là, vous restez soit dans votre canapé, soit à votre bureau, mais en tout cas loin de la cuisine, évidemment, loin du placard à friandises. Vous ne donnez pas d'indice comme quoi vous allez lui donner quelque chose. Vous vous concentrez sur votre animal et puis vous allez lui envoyer le message que vous allez lui donner une friandise. Mais pour faire ça, c'est pareil. Vous n'allez pas devoir passer par un langage humain. Donc, c'est pas je me mets et puis je dis bah voilà, je vais te donner une friandise. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de ressenti, l'information va pas être captée. Pour envoyer une information en communication animale, et ce sera pareil pour la recevoir, il faut passer vraiment par les sensations. Donc, il faut que vous ayez vraiment la sensation. Ça va être par exemple que vous visualisiez vraiment le bruit de la porte du frigo qui s'ouvre si la friandise est dans le frigo ou du placard, le bruit du sachet peut-être qui contient la friandise, l'odeur associée à la friandise et le sentiment que vous avez de joie quand vous lui donnez et lui quand lui il reçoit en fait. Et ça, si vous faites bien ça, vous allez voir, ça rapplique. Ça, en général, ça loupe jamais. Moi, personnellement, quand mes chats sont en vadrouille dehors à l'heure où je donne la viande, bah, ils arrivent tout de suite. Hein. Ils appellent comme animal. Je leur montre que je suis en train de sortir la viande du frigo ou quoi que ce soit. Ça rapplique. Alors, plus ou moins vite en fonction de la distance à laquelle ils étaient de la maison, mais ça rapplique tout de suite. Hein. Donc oui, les animaux ressentent directement l'intention qu'un humain peut avoir avant même d'avoir réalisé l'action. C'est ça. En fait, ça va être vraiment en communication animale, moi j'appelle ça un langage de l'émotionnel. Parce que les mots n'ont quasiment pas d'importance. Nous, on va devoir retranscrire en mots pour se comprendre en tant qu'humain. Et pour le communicateur animalier, c'est lui qui doit traduire en mots les ressentis envoyés par l'animal. Mais l'animal, en vrai, il vous enverra jamais une phrase sujet-verbe complément. C'est pas sa façon de s'exprimer. Ça va être des sensations, des émotions que vous allez devoir retranscrire en mots. Et du coup, le deuxième exercice que vous pouvez faire là sans la participation de l'animal, si vous avez besoin d'être un peu plus au calme et de pas forcément regarder, là c'est plutôt un exercice d'interprétation directement. Alors vous avez plusieurs façons de le faire. Moi j'aime bien au début, pour que ça reste simple, le faire avec juste du oui/non. C'est plus simple que de chercher tout de suite à avoir toute l'interprétation. Et donc là, en fait, si vous avez une question à poser à votre animal, vous allez donc, pareil, vous concentrer sur votre animal, poser votre question de la même manière. Et là, en fait, vous allez faire attention à comment vous vous sentez, mais juste déjà par rapport à un oui ou par rapport à un non. Moi, personnellement, si j'imagine un oui, dans mon corps, je sens plutôt une ouverture, un petit peu au niveau du chakra du cœur. Ça me fait plaisir, il y a un peu de joie associée, c'est oui. Si par contre, j'imagine un non, personnellement, chez moi, je sens mon énergie qui se referme. Je suis un peu déçue. Ah zut, on m'a dit non, quoi. Et donc ça, en fait, pareil, vous enregistrez quelles sont vos sensations physiques sur un oui ou sur un non. Et donc, vous faites attention à ça en posant votre question. Et ça vous permet souvent d'aller plus vite déjà un petit peu dans les premières étapes, tout en étant évidemment un peu plus restrictif parce que vous pouvez poser que des questions oui/non, du coup. Dans la communication, est-ce que, du coup, au fur et à mesure, en s'entraînant comme ça, on peut avoir quelque chose de plus élaboré ? Parce que, voilà, est-ce que tu peux nous donner un exemple, par exemple, même d'un message assez profond qu'un animal t'a transmis lors d'une communication ? Alors, en fait, déjà, oui, par la pratique, vous allez affiner au fur et à mesure. Plus vous pratiquez, plus vous affinez. Ça, pour moi, il n'y a pas de mystère. C'est comme quand vous avez appris à lire et à écrire. Il a fallu d'abord les lettres, puis la syllabe, puis le mot, puis la grammaire, etc. Et la communication animale, c'est pareil. Au fur et à mesure que vous pratiquez, vous allez affiner, vous allez devenir de plus en plus doué dans vos interprétations et dans vos réceptions. Après, les messages les plus marquants, c'est un peu difficile parce qu'honnêtement, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Moi, si je dois en choisir un en particulier, c'est vraiment avec Lewis. C'est un chat... alors, j'ai du mal à dire qu'il m'appartient, parce que du coup, personne n'appartient à personne. On va dire qu'il a partagé un bout de ma vie. Et c'est la première fois que je me suis fait quitter par un chat. Et donc ça m'a bien marqué.
En fait, Lewis, c'est vraiment un chat. Il a débarqué dans ma vie. J'étais justement sur le chemin de la communication animale, de l'énergétique, etc. Et en fait, à ce moment-là, je soignais encore les chats de la SPA et il en faisait partie. Et donc, il est arrivé sur ma table pour un examen clinique classique, euh, comme beaucoup de chats, on va dire, de la SPA. Et d'ailleurs, au milieu d'autres chats de la SPA, il n'était pas tout seul. Mais en fait, au moment où il est sorti de son transporteur, il y a eu un éclair, un flash de reconnaissance avec lui qui a été, mais moi j'étais bouche bée, je suis restée comme ça avec mes instruments dans les mains en fait, et lui m'a vraiment monté dans le cou directement, et il était impossible qu'il reparte, donc il n'est pas reparti à SPA, il est resté avec moi, et en fait ce chat déjà c'était fou parce que il venait avec moi dans certaines consultations, mais pas dans toutes les consultations. Par contre, quand il venait, j'étais sûre et certaine qu'on allait passer sur le mode communication animale et énergétique. Voir qu'il allait y avoir des entités, des choses comme ça. S'il venait, c'était banco à tous les coups. Et en fait, il venait, et au moment où moi j'estimais avoir fini mon soin, ma consultation, j'avais deux possibilités. Soit Lewis était couché, dormait, en train de ronronner, et je savais que j'avais bien fini. Soit sinon, il me regardait droit dans les yeux, il miaulait. Non, non, t'as pas fini. Déjà, rien que ça, c'était super interpellant parce que vraiment, j'ai eu un enseignant à travers ce chat. Ouais. C'était assez fou et c'était fou en plus parce que c'était visible. Donc même les personnes qui m'amenaient leur animal, elles étaient un peu scotchées et impressionnées. Toutes n'étaient pas forcément ouvertes en plus au départ. Donc ça peut donner des situations assez drôles. C'est vraiment un ouvreur de conscience. Et en fait, le message qui m'a le plus marqué de lui, justement, c'est quand j'ai déménagé en Alsace, justement, et que j'ai quitté, justement, le cabinet vétérinaire. En fait, lui, évidemment, moi, j'aurais voulu qu'il vienne avec moi aussi en Alsace et avec mes 3 autres chats. Et en fait, lui m'a très bien fait comprendre à ce moment-là que ça n'était pas ce qu'il souhaitait. C'est-à-dire que lui, il m'a dit, moi, vraiment, si je suis chez quelqu'un, je suis tout seul, je veux pas d'autres chats avec moi. Et en plus, mon rôle avec toi est terminé. C'était pas qu'il y avait plus d'amour, on s'aime encore de folie et quand je retourne là-bas, que je le vois, c'est gros câlin et puis voilà. Mais il avait terminé son travail avec moi et sa place était au cabinet. Et ce qui est complètement fou, c'est que le cabinet, du coup, en intervalle, il est resté fermé pendant 1 an. Donc pendant ces 1 an, il a vécu, je le sais, chez le voisin d'à côté qui est un monsieur un peu âgé et puis du coup, ça lui faisait plaisir d'avoir Lewis. Lewis, il est comme un coq en pâte là-bas, donc il était très heureux. Et le jour où le cabinet a rouvert, il est revenu au cabinet. Ouais. C'est un truc de fou. Personne l'a prévenu, personne lui a envoyé un mail pour dire que le cabinet rouvrait, etc. Mais le jour où le cabinet a rouvert, les personnes qui y sont maintenant m'ont dit, Lewis revient, quoi. Oh. Peut-être que c'est un vétérinaire qui a travaillé là ou qui a été vétérinaire dans sa vie et qui dit tiens je suis là et puis j'aide les autres vétérinaires. Est-ce que Écoute, tu l'as pris un peu comme un guide ouais, à un moment? Ouais. complètement. Pour moi, justement, c'est un chat guide. Alors justement, dans les animaux guides, il faut faire attention parce que des fois, on met l'étiquette d'animal guide et l'animal n'est pas forcément conscient d'avoir servi de guide à ce moment-là. Et donc là, ça peut générer des incompréhensions, voire des stress aussi de la part de l'animal parce qu'on attend quelque chose d'eux qu'ils ne sont pas capables de donner. Mais par contre, les animaux guides, les vrais, j'ai envie de dire, c'est-à-dire ceux qui sont conscients de l'être et qui le font vraiment sciemment, c'est impressionnant jusqu'où ça peut aller. Et lui, c'était vraiment ça. Il était là vraiment pour m'accompagner de là à de là. T'es arrivé là où je voulais t'emmener. Merci, au revoir. Et puis à la prochaine, quoi. J'ai envie de dire. Ouais. Mais c'est vraiment, lui, chez lui, c'est très très fort. Je sais que c'est un animal guide vraiment conscient. Et donc tu peux toujours te connecter à lui à distance et prendre des nouvelles. Toujours. Je prends régulièrement des nouvelles, il va bien. Alors ça me fait toujours rire parce qu'évidemment, moi je suis têtue aussi, hein, mais de temps en temps je retente, tu vois, je me dis peut-être qu'il a changé d'avis, peut-être qu'il voudrait bien revenir vivre ici. Je suis prête à aller le chercher dès qu'il le demande, hein. Mais en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'à chaque fois, si je prends la communication vraiment juste pour avoir des nouvelles, il n'y a pas de problème, il me répond tout de suite. À chaque fois que j'ai l'intention potentielle derrière de vouloir le ramener, je me prends un mur. Il est aux abonnés absents. Bon, Lewis, on t'embrasse si tu regardes cette émission avec Sylvia. Elle t'embrasse aussi, on t'embrasse tous.
Et donc là, bon, bah, Lewis, lui, il est encore parmi nous, mais je pense à toutes les personnes qui ont eu un animal, un animal qu'ils ont aimé fortement et qui est maintenant est passé de l'autre côté. Est-ce que du coup, voilà, comment ça se passe pour eux de l'autre côté et est-ce que tu as eu des messages d'animaux décédés et justement, on parlait de guides, est-ce que certains animaux peuvent devenir des guides quelque part? Est-ce que tu as des exemples aussi à nous donner éventuellement? Complètement. Un des messages principaux, hein, souvent qui est donné quand vous avez perdu un de vos proches, parce que pour moi un animal j'appelle ça un de vos proches, pour moi c'est pareil qu'un membre de la famille, hein, ça ne change rien, c'est quelqu'un avec qui vous vivez. Les principaux messages sont tout de suite en général pour rassurer justement le gardien ou la gardienne sur ça va bien pour moi de l'autre côté, ne t'inquiète pas pour moi, mon chemin continue, etc. Et par contre, il y a une chose qui pour moi revient très souvent et qui est douloureuse à vivre pour les gardiens, alors qu'en fait c'est juste un positionnement qui n'est pas exact, on va dire. On a parfois cette idée, quand on ressent encore beaucoup la présence de l'animal juste après sa mort, que ça veut dire que l'animal est bloqué, comme si justement l'âme de l'animal pouvait rester bloquée. Et ça, pour moi, c'est vraiment la plus grande source de confusion et de frustration pour l'animal justement qui est de l'autre côté. Il faut savoir que au niveau de l'âme, n'oubliez pas que le temps ne s'écoule pas du tout de la même façon. Nous, ici, on pense sur un temps linéaire, alors qu'en réalité, il est multidimensionnel. Et donc, ça n'a pas trop de sens de continuer à projeter ce temps sur un espace linéaire quand on parle de l'âme de l'animal. L'âme de votre animal peut rester très fortement présente, et en général, vu le lien d'amour, c'est même le cas souvent. Il reste très fortement présent près de vous, même après leur décès. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont bloqués. Déjà, c'est un acte volontaire, parce que s'ils veulent pas, bah, ils vont ailleurs. Et en plus de ça, le temps ne s'écoulant pas de la même manière, vous pouvez très bien avoir l'âme d'un animal qui va rester à vos côtés pendant, je sais pas moi, 10 ans sur Terre, et qu'en fait, pour lui, à l'échelle de son âme, ce soit à peine une fraction de seconde et ça lui coûte rien. D'accord? Donc ça, faut vraiment bien faire la différence là-dessus. Et quand il y a des émotions qui sont un peu plus lourdes, qui sont pas résolues ou des choses comme ça, bah en fait le même principe s'applique quand même. Alors évidemment, c'est une bonne idée à ce moment-là justement d'aller prendre les messages, d'aller voir qu'est-ce qui s'est mal passé ou pas et qu'est-ce qui reste, on va dire un petit peu sur la conscience justement. Mais ça veut pas dire que l'animal est bloqué pour autant. De nouveau, ce questionnement de temps qui s'écoule pas du tout de la même manière. Ça pour moi c'est important parce que ça culpabilise beaucoup les gardiens, alors que finalement, il n'y a pas forcément lieu. Et en plus de ça, ça brouille le message que vous pourriez recevoir de l'animal. Parce que justement, comme vous vous sentez coupable de le retenir en disant oui, mais si je pense trop à lui, il va rester pour moi ou des choses comme ça, vous vous interdisez en plus le réconfort qu'il pourrait y avoir dans ce passage justement extrêmement douloureux en barricadant justement le message que vous pourriez recevoir à ce moment-là, et j'ai envie de dire plutôt même la présence que vous pourriez recevoir à ce moment-là. Parce que oui, ils sont très présents tout de suite derrière le passage, toujours. Et même après, hein, pour le coup. Oui, ce que tu es en train de dire, ça s'applique aussi à la médiumnité en général, c'est quand nous-mêmes, justement, tu l'as expliqué tout à l'heure, c'est de se connaître aussi nos ressentis, nos émotions, et qu'à un moment donné, quand on souhaite recevoir un message, et en particulier dans l'expérience du deuil, on aura tendance peut-être à projeter des émotions, voilà, de peur qui peuvent venir brouiller évidemment le message qu'on pourrait recevoir. C'est complètement ça. En fait, on a une idée des fois de comment les choses se passent, qui peut être juste, mais qui peut être aussi complètement erronée. Alors c'est sûr que on peut pas affirmer non plus les choses avec une certitude absolue dans l'invisible. Mais par contre, les émotions qui vont être associées à ça, à vos projections, bah, c'est elles qui risquent de brouiller le message. Clairement, c'est là que du coup, bah, on reçoit plus les informations qu'on devrait capter, quoi. Toi, justement, est-ce que tu as eu, à travers toutes ces années de communication, moi j'imagine qu'évidemment, aujourd'hui, tu es beaucoup plus experte, tu as plus l'habitude, mais est-ce que tu as eu des moments où tu as eu un gros doute et où tu as eu à faire un choix justement assez crucial pour un animal? Ouais, oui. Ah oui, il y a un moment particulièrement qui a été vraiment difficile. J'en parle pas facilement parce que ça reste difficile aujourd'hui, même si les signes ont été très très clairs. En fait, c'est un animal
qui nous a demandé, je dis nous parce qu'il y avait sa gardienne et moi, en fait, il nous a demandé une euthanasie sans avoir de problème de santé. Et ça c'est dur. Parce que du coup, bon, déjà, une euthanasie, c'est pas un acte anodin, hein, c'est la mort quand même derrière. Et ce chien n'avait pas de problème de santé. Mais il avait été tellement, en fait, c'est un chien qui avait un historique très particulier avec maltraitance. Enfin, vraiment, il avait vécu des trucs horribles. Et il avait été donc placé en refuge et la gardienne l'avait récupéré en refuge. Et elle était prête à tout, hein. Elle se posait pas de questions. Vraiment, c'était pas dans son optique. Mais le chien était, alors c'était un petit chien, donc heureusement j'ai envie de dire, mais il était hyper agressif, il mordait tout le temps et même en format petit chien, ça devenait vraiment très compliqué pour la gardienne. Et quoi qu'on fasse, il y a rien qui changeait, mais vraiment rien. Et il n'y avait pas de pathologie comme il peut y avoir des fois des troubles bipolaires, des choses comme ça, même chez l'animal ça existe. Là, il n'y avait rien de tout ça. Il y avait vraiment juste un dégoût de la vie et de l'espèce humaine. Et en fait, évidemment, on n'a pas dit oui tout de suite. On a mis 1 an à lui dire oui. Donc 1 an, c'est long quand même, hein. Je le voyais tous les mois et tout ça. Et en fait, à un moment, ça, je me rappelle, ça m'agaçait un petit peu parce que je disais, mais moi, je peux pas faire ça, en fait. Enfin, c'est pas possible. Ce que tu me demandes là, c'est pas possible. Et il m'a rétorqué, mais il faudrait savoir, t'es réellement au service de la cause animale ou pas? Ah, c'est violent quand même, quoi, là, en le coup. Ah ouais. Je dis, ouais, mais là, quand même, t'es en train de me demander un truc, bah, il me dit, qu'est-ce que tu fais? T'es à notre service, t'es à mon service ou pas? Là, l'interpellation, elle est forte quand même. Alors moi, ça m'a amené à me repositionner aussi vis-à-vis des limites que je mets moi, qu'est-ce que j'accepte de faire, qu'est-ce que je n'accepte pas de faire, etc. Et qui j'ai envie d'être, en fait. Mais lui, en fait, il avait vraiment cette idée fixe de chez fixe, et de toute façon, on voyait bien, il profitait pas de sa vie. Alors à un moment, moi, je lui ai quand même demandé, mais dans ces cas-là, si c'est vraiment ce que tu veux, pourquoi tu te débrouilles pas aussi un peu tout seul, quoi? Parce que des animaux qui se suicident, malheureusement, ça existe aussi. Du coup, je me dis, mais pourquoi tu veux me mettre ça à moi sur le dos? T'as qu'à le faire toi-même. Il me dit, ouais, mais toutes les autres solutions, elles sont douloureuses. Alors que toi, si tu m'endors, c'est tranquille. Je veux partir, mais je veux partir facilement. On a énormément discuté évidemment avec la gardienne enfin, ça a duré 1 an, hein, donc c'est vraiment long, je peux pas faire tout le compte rendu de tout le détail. Mais le jour où j'ai fini par accepter, en fait, c'était criant parce que il m'avait jamais laissé vraiment le manipuler, enfin, il grognait tout le temps, il menaçait tout le temps, enfin voilà, j'étais obligée de faire que du à distance. Et ce jour-là, quand j'ai accepté de l'endormir, il m'a tendu la patte. Ah ouais. Il m'a tendu la patte, j'ai pu lui prendre la patte, j'ai pu lui poser le cathéter. En fait, il était devenu mais hyper docile. Et du coup, il y a eu un moment où j'ai eu un doute, où je me suis dit, bah du coup, si finalement tu es capable de ça, peut-être on peut négocier finalement, on peut moyenner. Et en fait, le moment où j'ai eu le doute, de nouveau, il a essayé de me mordre. J'ai retiré la main juste à temps, mais pour lui, c'était très clair. Et il est parti, mais tout de suite sous la seringue. Et justement, le fait de pouvoir communiquer avec derrière, parce que honnêtement, hein, moi j'étais comme ça. Hein. C'est-à-dire que cette décision-là, je sais même pas aujourd'hui si je serais. Bon, de toute façon, je suis plus vétérinaire, donc je ne peux plus faire l'acte. Mais je sais même pas si je serais capable de la reprendre cette décision-là. Ça a été vraiment. Hein, il m'a travaillé au corps ce chien. Mais il y a eu un tel soulagement, un tel merci. Et en fait, je me suis dit à ce moment-là, mais en fait, on justifie des fois cet acte-là par la douleur physique, la maladie, etc. Mais finalement, la douleur mentale, elle fait tout aussi mal, voire plus, voire pareil en tout cas. Et finalement, lui, c'était vraiment ce qu'il voulait. Et la sensation de libération derrière a été telle que ça laissait plus vraiment place au doute. Même si, j'avoue, c'est quand même encore quelque chose à laquelle, bah, des fois, je repense et j'ai plus de doute sur le fait d'avoir pris la bonne décision à ce moment-là, mais je suis incapable de redire si je prendrais la même aujourd'hui, quoi. C'est pas facile, hein. Je pense que tout ça, toutes ces expériences t'ont fait grandir
Voilà, quoi qu'il arrive, toutes ces expériences dans notre vie, hein, que ce soit avec les animaux ou autres, évidemment, ça nous fait grandir, ça nous fait prendre conscience de tout un tas de choses. Et donc, comme on le disait, bah, tu es ex-vétérinaire, aujourd'hui, tu continues dans la thérapie. D'ailleurs, tu es aussi sonothérapeute, tu t'es intéressé à tout un tas de fréquences particulières que tu as même toi-même d'ailleurs trouvé découvertes à travers bah, tout ton parcours et tout ce que tu as pu apprendre par ailleurs. Je l'ai dit tout à l'heure, le yiking, la kabbale, la numérologie. Donc, tu as créé tout un tas de choses. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur ces fréquences et comment tu les appliques, on va dire, dans le cadre Ouais. voilà, d'une séance avec un animal? Bah, en fait, au fur et à mesure justement de toutes mes formations, qui sont en effet très diverses et variées, j'ai un peu été chercher le plus corde possible à mon arc thérapeutique. Il y a rapidement une idée qui m'est venue en tête de se dire, mais en fait, toutes ces grandes médecines ancestrales, toutes ces cultures-là, finalement, tout le monde parle de la même chose, de soigner le vivant. Et donc pour moi, c'était évident qu'il devait y avoir un point commun et quelque part un mode d'emploi de toutes ces méthodes-là. Et l'évidence pour moi est venue avec les fréquences. Je vous en ai parlé pour la communication animale, mais en fait, ça va plus loin que ça. C'est-à-dire le monde entier est vibratoire et fait de fréquences. Et donc, la façon de communiquer aussi, justement, avec l'organisme, au-delà simplement de la communication avec les émotions, les informations, etc., le moyen d'envoyer une information à l'organisme, c'est la fréquence aussi. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser aux fréquences et en particulier à la sonothérapie parce que j'avais envie que ce soit quelque chose de facilement accessible pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de machines aussi sur les fréquences, etc. Mais il faut un certain budget aussi pour les avoir, alors que le son, quelque part, tout le monde peut en général émettre du son, ou en tout cas au moins avoir un instrument qui coûte pas forcément trop cher non plus pour pouvoir émettre une fréquence. Et donc en fait, à ce moment-là, je me suis dit, OK, la sonothérapie. Et puis, j'ai commencé à me documenter là-dessus. Et en fait, on entend plein de choses avec telle fréquence qui fait telle chose, mais on vous explique pas forcément toujours pourquoi telle fréquence fait tel effet. Et toujours mon côté ultra scientifique et j'ai besoin de savoir et j'ai besoin de comprendre. Et donc, du coup, je bloquais un petit peu sur ça. Et je me suis dit, OK, reprends les choses presque à zéro, toi, et regarde comment tu utiliserais justement ces fréquences. Et l'idée pour moi, ça a été une évidence, ça a été de se dire, mais en fait, il y a une seule chose qui est commun à tout le vivant, quel qu'il soit, végétal, animal, humain, c'est les fameuses proportions du nombre d'or. C'est la géométrie sacrée, les mathématiques du vivant. Et donc, du coup, ça a été une évidence de se dire, en fait, toutes les fréquences de guérison, elles doivent forcément être en lien avec le nombre d'or. Et donc, pour calculer ce qu'on appelle une octave en fréquence, en vrai, c'est très simple. Il n'y a pas besoin d'être un grand mathématicien, il suffit de multiplier par 2. Et donc, en fait, j'ai pris le nombre d'or et j'ai fait x2, 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 jusqu'à arriver dans les 400. Et là, je suis tombée sur un lac qui est à 414 Hz. Donc, pas le 440 qu'on utilise couramment, pas non plus le 432 dont on vante les propriétés énergétiques, vraiment le 414. Alors, il y avait un truc qui me plaisait quand même bien dans le 432, c'est le fait que la somme des chiffres fasse 9 et tout ce qu'on peut argumenter justement en numérologie avec ça. Et en fait, ce qui tombe bien, c'est qu'avec 414, ça fait 9 aussi. Donc, en fait, tous ces arguments-là, on peut les reprendre pour les 414. Et j'aimais beaucoup aussi le clin d'œil alchimique, 4, 1, 4, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et puis, bien sûr, il fallait du coup, derrière, j'ai calculé les 12 fréquences des 12 méridiens, etc. Et il fallait que je vérifie ça. Donc ça, pour ceux qui veulent vraiment le détail, on fait un webinaire gratuit, 100% gratuit. Oui, exactement, Sylvia, c'est pour tout le monde, pour toutes les personnes, c'est ouvert à tout le monde. Ce sera le 6 février à 19 h en exclusivité avec Sylvia. Elle viendra nous présenter toutes ces fréquences, des fréquences que vous ne trouverez pas ailleurs, puisque c'est des fréquences que elle-même, Sylvia, a trouvées à travers ses recherches, qui découlent du nombre d'or. Donc voilà, des fréquences sacrées qui ont des propriétés particulières. Donc je vous invite à vous inscrire dans le lien dans la description sous la vidéo, le 6 février à 19 h. Et si vous n'êtes pas présent à cet événement, donc le 6 février, vous regardez peut-être cette vidéo même en différé, eh bien cliquez quand même dans le lien dans la description sous la vidéo, il y aura peut-être, normalement il y en aura d'ailleurs, d'autres webinaires disponibles à d'autres dates. Voilà, donc je vous invite à vous inscrire
dans le lien dans la description. Ouais, donc ça, je vous expliquerai tout le détail, mais du coup, bien sûr, une fois que je les avais calculés, il fallait que je les teste. Il fallait que je sache si ça allait marcher réellement sur l'animal ou pas. Et donc, l'occasion m'a été donnée plusieurs reprises, évidemment, après, mais la première, vraiment, ça a été un chien qui avait un cancer, en fait, au niveau cérébral, donc une tumeur cérébrale, et que je suivais depuis un moment en ostéopathie, acupuncture. Et puis, arrivé à un moment où il arrivait plus du tout à marcher, et du coup, forcément, avec toute la déprime qui allait avec, et puis, ça n'allait plus, malgré justement les techniques d'ostéopathie et d'acupuncture que j'employais. Et donc, quelque part, il y avait pas grand-chose à perdre, et donc j'ai proposé à la gardienne en lui disant, voilà, je viens de calculer les fréquences suivantes, est-ce que vous êtes d'accord pour que j'essaye avec votre animal ? En lui garantissant par contre évidemment qu'il n'y aurait pas d'effet nocif possible, hein. C'était soit ça répondait pas. Elle m'a dit oui tout de suite. Je lui ai fait donc les 4 diapasons selon un principe de rééquilibration croisée qui est aussi dans l'acupuncture. Donc vraiment juste les diapasons. On n'a fait que ça sur cette séance-là. Et en fait le soir même, donc 3-4 heures plus tard, elle m'a envoyé une petite vidéo où on voit l'animal marcher. Donc là, j'ai sauté partout. C'était vraiment pour moi déjà la première validation. Il y en a eu de très nombreuses autres après. Aujourd'hui encore, je fais encore ces fréquences justement et il y a toujours autant de résultats que ce soit en présentiel ou à distance puisque c'est le son qui marche vraiment. Et ça a vraiment révolutionné ma pratique derrière parce qu'on a à la fois l'effet physique mais on a aussi l'effet émotionnel. En fait, on agit vraiment sur les deux. Il y a des prises de conscience qui se font sous l'effet de ces fréquences. Et puis, bien sûr, en fait, on a élargi, c'est-à-dire que il n'y a pas seulement les fréquences des méridiens d'acupuncture, mais justement, j'ai pu les relier avec les fréquences de la Kabbale, du Viking, des runes celtiques. Et en fait, j'ai eu ce lien, justement, ce fameux lien que je cherchais dans toutes ces grandes médecines, de toutes ces grandes cultures ancestrales qu'on redécouvre aujourd'hui. Et en fait, ce lien a pu se faire et j'ai les correspondances entre les différentes médecines qui me permettent vraiment d'approcher l'organisme avec plus de précision. Oui, c'est vraiment incroyable, hein, je peux le dire. Les amis, inscrivez-vous pour ce webinaire le 6 février à 19h. Vraiment, elle va nous fournir tout un tas d'informations pour moi qui sont extraordinaires. Franchement, Sylvia, pour moi, t'es incroyable. Voilà. Quand tu nous avais parlé de ça la première fois avec les frères, on était waouh, on dit waouh, c'est incroyable tout ce que tu as pu découvrir. T'as vraiment recoupé tout un tas d'informations provenant de différents domaines, mais évidemment, toutes ces connaissances ancestrales, les anciens savaient et ils faisaient pas les choses au hasard. Et donc, forcément, il y a des points communs entre toutes ces disciplines qui paraissent diverses. Mais en fait, en réalité, il y a toujours une intelligence commune, on va dire, à travers toutes ces disciplines. Donc, ce sera le 6 février à 19h et c'est ouvert à tout le monde gratuitement pour tout le monde. Inscrivez-vous dans la description. Alors, Sylvia, moi j'ai une petite question encore. Voilà, on a parlé d'animaux, mais dans les animaux un peu plus larges, les insectes alors. Est-ce que tu as déjà communiqué avec des insectes? Oui. Oui, alors moi je suis vraiment une grande curieuse, hein. C'est-à-dire que tu me mets n'importe quelle espèce devant, je vais essayer de rentrer en communication avec pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc les insectes, oui. Alors le truc le plus simple pour moi, c'est quand il y a une guêpe qui t'embête en été sur la terrasse pendant le barbecue, hein. En fait, je fais des deals maintenant avec eux. C'est-à-dire que ils viennent pas. On avait fait un deal, ça m'avait trop fait rire. On avait mis du coup un petit bout de viande parce que les guêpes sont carnivores, hein. Donc on avait mis un petit bout de viande à part sur la table et je leur avais indiqué ça, c'est pour vous. Le reste, vous nous laissez tranquille. Et je te garantis que pendant tout le repas, elles sont allées uniquement sur ce bout de viande-là. Et puis quand elles l'avaient fini, elles sont venues réclamer le deuxième. Et puis on a fait pareil et on était tranquille pendant tout le repas. Ça marche plutôt bien. Pareil, quand il faut en faire sortir une de la maison, je lui montre où est la sortie, des choses comme ça. La problématique, on va dire, avec les insectes, c'est de trouver des points de repère pour avoir un langage commun. Parce qu'ils perçoivent vraiment pas le monde de la même façon que nous. Et donc c'est là qu'il faut s'adapter. Et je me suis amusée une fois avec une fourmi parce que j'étais curieuse de voir comment elle me percevait en fait, comment elle nous percevait, parce qu'on est tellement plus grand aussi. Je me disais mais à quoi on ressemble pour une fourmi? Et en fait, alors il faudrait que je le répète pour voir si c'est pareil pour toutes les fourmis, mais c'était marrant parce que en sensation,
c'était presque la même chose que quand moi je me connecte à certains guides. C'est-à-dire c'est quelque chose qui pour eux est impalpable, qui peut créer des choses qui ont des conséquences pour eux dans leur vie. C'est-à-dire que si on marche dans la fourmilière, clairement, on comprend bien qu'il y a un problème. Mais en fait, ça serait presque du même niveau pour eux que nous quand on doit vivre un tremblement de terre ou un cyclone ou des choses comme ça. On est presque dans la catégorie catastrophe naturelle possible. Et quand tu communiques vraiment avec eux, du coup, elles te placent sur un plan d'une conscience qui viendrait presque d'une autre dimension parce que elle te perçoit pas en tant qu'individu de cette façon-là, en fait. Ah oui. C'est Donc marrant. tu parles, on entend une grosse voix qui résonne. Comme il dit, oh, il y a Dieu qui nous parle, les gars. Ça peut être un peu ça, hein, ceux qui écoutent les messages dans le vent ou des choses comme ça. Bah en fait, la fourmi, elle va avoir un peu la même sensation. Elle va ressentir des choses si tu lui parles, mais elle sera bien. Enfin, elle va jamais percevoir les sons de la manière dont nous on les perçoit, en fait. Magnifique, Sylvia Morand. Merci pour toute cette transmission. Les amis, si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à regarder tous les liens dans la description. sylviamorand.com, c'est ton site internet. Tu as la chaîne YouTube, Sylvia Morand, Sylvia Morand, le Facebook. Voilà, on vous met tous les liens dans le commentaire, le Facebook, le Instagram, évidemment, tous les classiques. Et puis aussi, tu proposes des formations. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots? Oui, alors les formations, bah en effet, il y a la formation directement en communication animale, hein, forcément. Et puis il y a les formations aussi justement en thérapie vibratoire sur la sonothérapie. Moi, je fais beaucoup de présentiel. Il y a quelques formations qui sont en ligne, mais c'est plutôt naturopathie animale ou numérologie cosmique. Mais sur les deux autres, thérapie vibratoire et communication animale, j'aime bien vraiment voir les gens et puis vous accompagner en fait sur ce chemin parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel aussi et donc j'aime bien être là pour vous accompagner sur ce chemin. C'est toujours des petits groupes, pas plus de 14 personnes, comme ça j'ai vraiment la possibilité d'interagir un peu individuellement avec chacun. Et donc bah ça se passe chez nous en Alsace au centre Amélia à Volgelsheim. Magnifique, merveilleux. Merci beaucoup, Sylvia. Et je le rappelle, hein, ton livre qui est sorti il y a quelques mois, hein, Les Voix animales aux éditions Le Courrier du Livre. Donc, bravo pour tous ces accomplissements, hein, Sylvia, franchement. Et puis, pour toutes ces recherches qui aident non seulement les animaux, mais qui aident aussi les humains, parce que les fréquences dont on vous a parlé tout à l'heure, évidemment, elles n'ont pas des bienfaits que sur les animaux, elles en ont aussi sur les humains. Et tu nous en diras plus lors de ce webinaire en direct, en exclusivité, le 6 février à 19 h. Inscrivez-vous dans le lien dans la description, c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. Voilà. Je te remercie du fond du cœur, Sylvia, et puis j'espère voilà, que toutes les personnes, voilà, tous les spectateurs qui nous ont regardés aujourd'hui, vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à mettre un petit commentaire et à partager avec vos amis. Je pense que ça va leur plaire. Et Sylvia, eh bien, je te remercie et je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup. Et ben merci beaucoup à toi Stéphane pour cette invitation et aux frères hein, de façon générale de Gaïa. Et je me réjouis vraiment de vous retrouver pour tous ceux que ça intéresse dans ce prochain webinaire et de vous parler de toute cette transmission autour des fréquences qui m'a été donnée et que je partagerai avec vous avec grand plaisir.